pour les nouvelles et les nouveaux. On en est à notre quatrième présentation de formation de notre cycle de formation au PG sur la question des municipales en large. Et on a commencé avec Franck Fiandino qui nous avait présenté comment se financent les collectivités locales. Ensuite, on a eu Antoine, c'était Antoine qui avait fait une présentation sur la décentralisation et la gestion des collectivités locales. La semaine dernière, on a eu, j'en ai oublié un, non? La semaine dernière, on a eu l'habitat participatif avec Frédéric Joson. Et aujourd'hui, on a Frédéric Jepsalden qui nous parle de politique du logement social ou de la politique sociale du logement. Et Frédéric est donc un coordonnateur de projet en intervention et développement social. Et ce travail de recherche qu'il a effectué à Montpellier, Paul Valéry, en master IDS, qui est intervention du développement social. Intervention du développement social. C'est ça. Voilà. L'année dernière, en 2024. Je te laisse la parole. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En revanche, si tu veux faire vous me voyez, c'est parce que vous me voyez, vous m'entendez. D'abord, je voudrais vous dire bonsoir. Merci à Laurence Boutineau et au Parti de gauche d'avoir proposé cette intervention dans le cadre d'un projet de formation du Parti de gauche. Alors, qu'est-ce que je peux dire rapidement pour me présenter très vite? Je suis directeur spécialisé de formation, je suis titulaire d'un master en intervention et développement social, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, et ce que je peux vous dire rapidement, qui a quelconque intérêt avec ce qu'on va faire ce soir. Me concernant, j'ai fait des études de philosophie politique plus précisément. J'ai travaillé notamment sur la constitution des corps politiques dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Pendant mes études d'éducateur spécialisé, j'ai travaillé sur les NEET, sur la question du travail social et sur l'accompagnement à l'émancipation des jeunes en prévention spécialisée, c'est-à-dire comme éducateur de rue. Et j'ai intégré le master en intervention et développement social en septembre 2022. Et j'ai mené un travail de recherche pendant 2 ans sur l'administration publique du logement social. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que le développement social? Le développement social, c'est un ensemble d'actions, de dispositifs, de procédures qui, en étroite coopération avec les habitants d'un territoire, œuvrent à la transformation sociale de ce territoire, c'est-à-dire à faire en sorte d'aboutir à plus de justice sociale sur le territoire. D'accord? Moi, j'ai été formé à l'intermédiation sociale. L'intermédiation sociale, c'est une façon de faire du développement social qui s'articule en fait sur un travail avec les habitants du territoire, les professionnels qui mettent en œuvre des politiques sociales et les institutions qui cadrent et orientent, et financent aussi, les politiques sociales d'un territoire. L'intermédiation sociale a pour but la politisation ascendante d'un problème public. Je vais aller très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a 2 façons de politiser un problème. Descendante, c'est-à-dire depuis les pouvoirs publics, d'accord, depuis la sphère politique proprement dite. On va venir mettre dans l'espace public une question qui est censée faire problème, ou qui parfois fait vraiment problème. La politisation ascendante, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire comment on parle des territoires, de ce que vivent les gens, des problèmes qu'ils rencontrent, et comment on amène ces problèmes qui sont identifiés sur le territoire à devenir une question centrale de la politique publique. Je vais vais pas vous affirmer ni en termes de loi ce soir, ni en termes de définition. Mais en revanche, je vais vous en donner une qui est importante, c'est ce qu'est un problème public. Parce que c'est dans l'espace médiatique, tout le temps, c'est un problème public. En sociologie politique, c'est une définition très claire d'un problème public. On considère qu'il y a un problème public à partir du moment où on peut mesurer de façon significative un écart entre les principes que se donne une politique publique et la conséquence de sa mise en œuvre. Un écart entre les valeurs que se donne une politique publique et sa mise en œuvre. On y reviendra. L'intermédiation sociale, elle essaie de promouvoir, enfin, du moins c'est comme ça que moi je la conçois, la constitution d'un espace public politique, c'est-à-dire d'un espace qui soit informé, une opinion éclairée, hein, c'est ce que dit d'ailleurs Jürgen Habermas, c'est-à-dire un espace public qui ne soit pas tout à fait celui de l'opinion qu'on va partager au café du commerce ou entre copains,
qui ne soit pas celui de l'espace politique décisionnel, qui soit un espace d'intermédiation, justement, hein, intermédiaire, dans lequel on ait la possibilité de comprendre les enjeux véritables, organisationnels, décisionnels d'une politique publique. Enfin, dans le cadre du master que j'ai eu la chance d'intégrer, les orientations qui étaient données au travail de recherche devaient être, sur notre lieu de stage, l'analyse d'une politique publique qui relève d'un problème public, que je vais vous expliquer, et là aussi, alors, deuxième définition, la gouvernementalité. Alors, c'est un concept qui a été créé par Michel Foucault, philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle. La gouvernementalité, c'est l'analyse de la façon dont nous sommes gouvernés. Pour le dire très rapidement, pas simplement d'un point de vue légal, c'est-à-dire la façon dont les institutions et la Constitution précisent les modes de décision, mais la façon dont elles sont incarnées, c'est-à-dire quelles tensions elles viennent révéler, et surtout, pourquoi est-on gouverné de cette manière-là, et dans quel but. J'y reviendrai au fur et à mesure, parce que vous allez voir, ça aura une importance sur l'analyse que je vais essayer de vous expliquer. Alors, premier point, l'administration actuelle du logement social. Alors, je vais beaucoup utiliser ce terme, précisément pour ne pas répondre tout de suite à la question politique du logement social ou politique sociale du logement. D'accord ? Quand on parle d'administration aujourd'hui actuelle du logement social, je vais vous expliquer très rapidement comment moi j'en suis venu à ce thème-là. J'ai effectué mon stage dans une collectivité territoriale, Courmont-Sec, petite commune d'environ 4000 habitants, qui se situe à l'ouest, sud-ouest de Montpellier, qui est la dernière commune de la métropole Montpellier sur ce territoire, vers l'ouest. Et j'ai intégré la municipalité de Courmont-Sec pour y mener une analyse des besoins sociaux. C'est un diagnostic de territoire. Hein. Voilà, on arrive sur un territoire, on essaie de savoir quels sont les besoins sociaux du territoire. Alors, besoins sociaux à comprendre dans le sens large, l'accès aux services, l'accès à la santé, l'accès au transport, l'accès au travail, l'accès à la scolarité, etc. etc. Pas simplement dans la perspective de l'action sociale, c'est-à-dire qui vient et qui vise à compenser des inégalités sociales. D'accord ? Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, sur les données disponibles, je me suis très rapidement rendu compte que je n'allais pas pouvoir faire cette analyse en me limitant à l'échelle municipale. Parce qu'il y a un acteur qui arrivait tout le temps, dès que je commençais à faire de l'analyse de données, c'est la métropole. D'accord ? Métropole Montpellier-Méditerranée, dite métropole 3e. Et quand j'ai essayé de comprendre quelles étaient les compétences propres à la commune, j'ai sollicité un rendez-vous auprès du maire et du directeur général des services, qui m'ont dit c'est très simple, en fait, les compétences exclusives de la commune aujourd'hui, d'une commune intégrée à la métropole, c'est l'école, à comprendre comme école maternelle et primaire, l'accès à la culture et aux loisirs, la sécurité via la police municipale, et le logement, dont le logement social. Donc là, j'ai commencé à identifier, effectivement, un périmètre possible de recherche. Et assez rapidement, je me suis dit que j'allais m'intéresser à la question du logement social, alors pour deux raisons. La première, c'est que, ayant été éducateur de rue, et ayant, même avant ça, assez souvent mené des actions dans les territoires des quartiers populaires, la question du logement social n'était pas du tout inconnue. Voilà, c'est des choses que je sentais et j'avais envie d'aller voir un petit peu plus loin. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette thématique-là, c'est que quand je suis arrivé, moi, en 2022, septembre 2022 dans la commune, un recensement était prévu pour février 2023 et ce recensement allait officialiser le fait que la commune allait dépasser le seuil des 3500 habitants. D'accord ? Et alors, c'est fondamental. Le seuil des 3500 habitants pour une commune intégrée à une intercommunalité, alors, très simplement, il faut que ce soit une intercommunalité de plus de 50 000 habitants, dont la ville-centre compte plus de 15 000 habitants. D'accord ? Si vous êtes une commune qui compte plus de 3500 habitants dans une intercommunalité de ce type-là, vous êtes soumis à la loi SRU. Alors, nous, SRU, évidemment, là, je vais être obligé d'en parler un tout petit peu, si je peux reconnaître, c'est mieux.
La loi SRU, hop. La loi SRU, c'est une loi donc, dite de solidarité de rénovation urbaine qui a été promulguée en l'an 2000 et qui fait suite à un rapport demandé par Lionel Jospin, à l'époque du Premier ministre, à Jean-Claude Vaisseau, sur la politique du logement social, en fait, qui est un rapport qui s'appelait Habiter la ville, et qui faisait suite à la question de la décentralisation, c'est-à-dire que 82-83, premier acte de la décentralisation, on transfère des compétences en matière d'action sociale aux départements et aux collectivités territoriales. D'accord ? On est en 1998, on se dit, ça fait 15 ans, ça vaut peut-être la peine d'aller voir ce qui s'est passé en termes de production de logement social depuis 15 ans sur le territoire. Le rapport est sans équivoque, on observe des disparités très fortes de répartition des logements sociaux à l'échelle nationale. Il y a des régions, des départements qui ont beaucoup de logements sociaux, d'autres qui en ont très peu. À l'échelle départementale, voire à l'échelle communale, on observe aussi des disparités. Donc, on dit qu'il faut poser une loi qui soit incitative à la production de logements sociaux. Alors en France, quand on parle d'incitation, on parle toujours de deux choses. De la bonne volonté des collectivités territoriales, et comme on sait que ça ne va pas suffire, on parle d'une sanction. D'accord ? C'est-à-dire que la loi SRU, c'est 25% à terme de logements sociaux sur tout nouveau programme de logement. D'accord ? Ça, c'est le quota. Et une fois ces objectifs évalués 3 ans plus tard, on va dire, s'il y a une carence, vous allez être amendé par le nombre de logements carencés au regard des objectifs que vous devriez atteindre, ou que vous auriez dû atteindre. C'est à peu près clair ? Okay. Je disais tout à l'heure, un problème public, c'est un écart entre des principes et une mise en œuvre. Les principes que se sont donnés toutes les lois de logement social depuis les années 2000, c'est la solidarité, la cohésion sociale et la mixité sociale. D'accord ? On va faire très vite, je ne vais pas vous donner des définitions très très longues là-dessus, mais quand on parle de solidarité, on parle de solidarité interpersonnelle, interpopulation, d'accord ? Mais solidarité territoriale. La solidarité, c'est le fait que tous les membres d'une communauté se sentent responsables en propre de tout ce qui appartient à la communauté. C'est ça la solidarité. D'accord ? La cohésion sociale, en l'espèce, alors là, je vais regarder, ça c'est pas moi, hein, ça c'est le ministère, c'est le ministère qui dit ça. Donc la cohésion sociale est la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses membres, incluant l'accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, l'autonomie personnelle et collective et la participation responsable. Tout un programme. D'accord ? En gros, c'est ce qui fait cohésion sociale, c'est-à-dire le partage de certaines valeurs, le partage et l'adhésion aux valeurs républicaines, etc. C'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et enfin, la mixité sociale, pour le comprendre dans une optique qui est celle du logement social, la mixité sociale, c'est le fait de permettre à des populations d'origine et socioculturelle diverses de vivre dans le même territoire. Ça, ce sont les principes que se sont donnés la loi SRU, l'ANRU, je vais en parler, la loi ALUR et la loi Elan, qui sont les quatre, alors il y en a d'autres, hein, mais voilà, pour les besoins de simplification, j'ai retenu ces quatre-là. D'accord ? Quand on parle de logement social, on parle donc de principe, on parle d'un contexte, je vais en dire deux mots, on parle de production du logement social, et on parle de conditions d'attribution du logement social. C'est de ça dont on parle quand on parle de logement social. Les principes, je viens de vous les énoncer. Le contexte. On va prendre un contexte assez récent, on va prendre l'année 2017. Ça tombe bien, 2017, c'est une année d'élection présidentielle. Depuis 2017, les subventions allouées au logement social et conséquemment la production du logement social a diminué de 30% en France. D'accord ? Ça veut dire que depuis 2017, en gros, on construit tous les ans 100 000 logements sociaux de moins que l'année précédente. Okay. Depuis 2017. Depuis 2017. Donc, ça, c'est un élément de contexte non négligeable. Deuxième élément de contexte non négligeable, la France a toujours priorisé le chemin de l'accès à l'habitat par l'accession à la propriété. À tel point que la France compte en proportion moins de logements sociaux
que des pays qui ne sont pas spécialement réputés pour être des pays interventionnels d'un point de vue de l'État, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède. Ces pays-là, en proportion, ont plus de logements sociaux que la France. D'accord? Donc ça, c'est des éléments de contexte importants. Parce que ça veut dire que quand on parle de logement social, il faut bien qu'on ait en tête quels sont les objectifs qu'on attribue aux logements sociaux. La production de logement social, déjà quand on parle de logement social, il faut avoir en tête qu'en fait on parle de 4 types de logements sociaux. Là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste avoir en tête que ces 4 types s'échelonnent selon des conditions d'accessibilité aux ressources, sous conditions de ressources. On va du logement très social, le PLAI, d'accord, jusqu'à des logements sociaux en fait qui dépassent, si vous voulez, les conditions de ressources nécessaires pour y accéder. Ok. Donc ça c'est important. La loi SRU, je l'ai dit, j'ai dit rapidement de quoi il ressortait, 25% de logements sociaux à produire sur toute une nouvelle, nouveau programme de logement, pardon, et la question de l'attribution des logements sociaux. Là, il y a 2 lois qui vont redéfinir assez clairement la façon dont on va attribuer le logement social. Vous pensez que vous avez droit à un logement social, vous allez faire donc une demande de logement social, vous avez un formulaire SAFA, tout ça aujourd'hui est accessible en ligne, vous allez faire votre demande de logement social, ou de renouvellement de logement social, parce que vous souhaitez déménager, et donc, on va vous attribuer un numéro unique. C'est important parce qu'il y avait déjà un numéro unique avant la loi Elan, mais le problème c'est qu'en fait il y avait un numéro unique que vous pouvez demander plusieurs fois. Donc il n'était pas unique. Alors, vous pouvez faire une demande un peu partout en France, chaque fois on vous attribue un nouveau numéro unique. La loi Elan a dit voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On va faire un vrai numéro unique qui est valable sur l'ensemble du territoire national. D'accord? Quand vous allez faire cette demande, vous allez remplir votre dossier, et en fonction d'un certain nombre de critères, on va produire un indice synthétique qui va vous donner une note en fait. Votre demande de logement social va être évaluée. Et cette note va vous donner un numéro sur les sites d'attente. D'accord? Alors parmi les critères qu'on va vous demander, est-ce que déjà vos ressources, où vous habitez et où vous souhaitez habiter, est-ce que vous êtes déjà locataire d'un logement social? Si oui, quelle est votre ancienneté? Est-ce que dans cette ancienneté, il y a eu des impayés? Est-ce que dans cette ancienneté-là, on peut vérifier qu'il y a eu des problèmes de voisinage, etc. Alors, il n'y a pas que des choses négatives, hein, mais on va rassembler l'ensemble de ces critères et on va vous attribuer une note et donc un numéro sur la liste d'attente. Pour information, dans la métropole de Montpellier, il y a une attribution pour 8 demandes. À l'échelle nationale, il y a 3 attributions pour 8 demandes. Si je traduis, ça veut donc dire que le contexte de la métropole aujourd'hui est 3 fois plus tendu, si tant est que cette formulation veut dire quelque chose, que sur l'ensemble du territoire national. Ce que vont aussi décider ces lois, c'est premièrement l'officialisation du fait que désormais c'est la CIL, la Commission intercommunale du logement, qui va définir la politique du logement et donc du logement social sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc on est dans un acte 3 de la décentralisation qui vient à un moment donné préciser qui est en charge de la politique du logement sur l'espace métropolitain. Et on va passer d'une gestion de stock à une gestion de flux. J'espère que ce n'est pas trop technique, mais c'est le minimum que je pouvais vous donner pour qu'on sache de quoi on parle. Avant la loi Elan, les réservataires, alors que sont les réservataires? C'est-à-dire que quand vous faites une demande de logements sociaux, j'ai dit 4 types de logements sociaux, et il y a des modes de financement qui sont différenciés à chaque fois, mais en gros, il y a l'État, les collectivités territoriales, le département et Action Logement, ce qu'on appelle avant le 1% patronal, c'est-à-dire les entreprises cotisent pour la construction du logement social, 1%, et vont donc réserver, d'où le terme réservataire, un certain nombre de logements pour leur contingent. D'accord? Donc on a 4 réservataires principaux qui chacun peut préempter des logements sociaux. Avant, cette gestion se faisait en stock, c'est-à-dire que chaque réservataire avait un contingent défini de logements sociaux qu'il pouvait proposer pour les personnes qui ressortaient de leur politique. Alors l'État, par exemple, ça va être sur les situations d'urgence, notamment
ce qu'on appelle les cas DALO, droit au logement opposable, hein, qui est une loi qui a été promulguée par Jacques Chirac, et qui concerne des gens qui sont vraiment en rupture de logement et en rupture de ressources aussi la plupart du temps. On a décidé avec la loi Elan qu'on allait avoir une gestion par flux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un logement social qui est disponible, l'ensemble des réservataires peut positionner quelqu'un sur ce logement. D'accord? Et c'est donc la commission d'attribution logement qui va décider de l'attribution. Cette commission d'attribution logement, elle réunit un représentant de la commune où le logement est disponible, où est le logement disponible. Elle réunit un représentant de l'État et elle réunit un représentant des bailleurs, c'est-à-dire des promoteurs, de ceux qui possèdent le logement social. On appelle les bailleurs sociaux. D'accord? Chacun va pouvoir proposer des candidats au logement social. C'est laquelle qui va déterminer, en fonction de ce qui n'est pas déjà pris par des réservataires, notamment l'État, à qui sont attribués les logements sociaux. Est-ce que c'est à peu près clair? Ok. C'est déjà très très bien. Ok. Les réservataires n'ont plus de stock, là. Ils n'ont plus un stock réservé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus réserver, hein. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont plus de gestion d'un stock déterminé sur un territoire. D'accord? Alors, quelles sont les incidences de cette administration actuelle du logement social? La première incidence que moi j'ai découverte, c'est le fait que le PLH, le plan local de l'État, va fixer des objectifs quantitatifs de production de logements sociaux. Alors, le PLH, c'est un plan quinquennal, d'accord? Pour 5 ans. Le dernier a pris fin 31 décembre 2024. Et il prévoyait la construction à peu près de 1500 logements sociaux par an entre 2019 et 2024. D'accord? Elle détermine des objectifs quantitatifs. Elle priorise un certain type de logement, c'est en disant on a plutôt besoin de logements très sociaux. En revanche, le PLH ne détermine pas la répartition géographique ou la répartition territoriale au sens de collectivité territoriale de ces logements. Ce qui veut donc dire que ce sont les communes, les 31 communes de la métropole, qui doivent se répartir les différents types de logements et la construction des logements. Si vous ramenez ça au fait que la mairie, quand elle va négocier avec un promoteur immobilier la construction de logements sur son territoire, elle a le choix, elle, de dire ben moi je veux plutôt tel type de logements sociaux, et je peux aussi décider de la taille des logements sociaux. Où je veux en venir? Je veux en venir au fait que, selon que vous choisissez de faire construire dans votre commune du logement très social ou pas, du grand logement ou pas, d'accord, et de le faire dans votre commune ou pas, vous êtes ni plus ni moins en train de faire de la ségrégation. D'accord? Puisque vous décidez, en réalité, c'est une façon de dire, ben moi je vais construire du logement social. Alors il y a des études, hein, si ça vous intéresse, je vous donnerai après des éléments, qui montrent que certaines communes de gauche, je vais préciser tout de suite, socialistes, ont, c'est important la précision en l'espèce, certaines communes ont dépassé les objectifs de 25% de logements sociaux, mais en revanche, la part des logements très peu sociaux est très importante. En gros, ils ont fait de la gentrification par le financement du logement social. D'accord? Ce qui veut donc dire que quand on relie cet élément-là et celui-là, on a une mise en concurrence des collectivités territoriales, des territoires et des populations. Voilà ce qu'est actuellement l'administration actuelle du logement social. Cette politique concurrentielle, je voudrais citer Xavier Desjardins. Xavier Desjardins, c'est un sociologue. Et il dit la concurrence n'est pas un phénomène naturel. C'est une manière de faire jouer les inégalités efficacement. Toutefois, l'action publique est déterminante puisqu'il convient de maintenir chaque individu et chaque territoire au sein de la concurrence, de retenir l'individu comme le territoire dans le registre de l'égale inégalité, qui fait qu'il y a concurrence précisément parce qu'il n'y a pas exclusion.
vais essayer de traduire rapidement. Ça veut dire qu'en gros, on a besoin d'avoir des logements très sociaux pour continuer à faire jouer la concurrence des territoires, des collectivités territoriales et des populations. C'est pour ça qu'on ne décide pas complètement de dire en fait les gens qui vraiment ont rien, ils avaient qu'à se débrouiller autrement dans la vie et puis ils avaient qu'à construire la maison tout seul. Je caricature, hein, mais c'est pour faire comprendre l'idée. D'accord? Nous voilà donc dans un système qui est un système concurrentiel, là c'est ce que j'ai résumé, pour les territoires, pour les collectivités territoriales et pour les populations. Et pourquoi on en est là? Tout simplement parce qu'on est dans une gestion de la pénurie. On peut faire le parallèle très facilement avec la gestion pendant le Covid. D'accord? Moi je suis hospitalier. Pendant le Covid, là, on n'avait pas assez de lits pour accueillir tout le monde. Donc on a fait du tri. Ben là, on fait la même chose. On fait la même chose. D'accord? Donc, comment faire? Parce qu'il faut quand même des critères pour faire du tri. On ne peut pas faire du tri arbitraire. On ne peut pas le dire. On va mettre en place ce qu'on appelle le ciblage et l'activation des publics. Ciblage, ça veut dire qu'on va prioriser une politique du logement social qui va construire quasiment exclusivement du logement très social. D'accord? Et on va faire en sorte que les publics, pour avoir droit à ces logements très sociaux, montrent patte blanche, c'est-à-dire franchissent les étapes de cotation du logement social. En gros, on est en train de contractualiser un droit. Alors, c'est pas nouveau, hein. En France, on peut considérer rapidement que le premier droit contractualisé, c'est Michel Rocard, qui fait le... Alors, un droit qui est contractualisé, ben, c'est plus un droit. C'est un contrat. Vous méritez un droit. D'accord? Cette gestion de la pénurie, donc, elle se part d'une activation des publics et d'un ciblage des publics sur la politique. Et ça, donc, c'est la politique du logement social. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le lire dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'une politique du logement social? Ça. D'accord? Alors, pour les besoins de la présentation, j'ai évidemment dû faire des explications successives. Juste, je voudrais qu'on ait en tête que ce que je vais exposer là se passe en même temps que ce qui se passe précédemment. C'est-à-dire qu'on est aussi face à, dans l'administration du logement social, ça n'est pas propre à l'administration du logement social, mais je pense que c'est important d'en dire un mot, face à une rupture de la continuité démocratique. Alors, là, c'est clairement une analyse qui se passe du point de vue de la gouvernementalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une analyse du cadre légal, d'accord? C'est une analyse de la pratique qui est faite de ce cadre légal. Alors, d'abord, qu'est-ce que la continuité démocratique? La continuité démocratique, dans une démocratie représentative, comme la nôtre, c'est le fait que, par les élections, les citoyens délèguent le pouvoir à des représentants. Jusque-là, on n'a rien inventé, hein. Un petit moment que ça passe. La difficulté, c'est que quand vous prenez, par exemple, la question de la commune et la question de la métropole, ce lien, d'accord, de représentativité, de délégation du pouvoir, eh bien, c'est pas la même. Les communes sont élues au suffrage universel direct. La métropole, le conseil métropolitain n'est pas élu. Ni directement, ni indirectement. C'est-à-dire que la métropole, c'est pas le Sénat. D'accord? Le Sénat, on a élu des grands électeurs qui élisent eux-mêmes les sénateurs. Là, personne n'a élu le conseil métropolitain. Le conseil métropolitain, il est décidé automatiquement après les élections municipales. Alors, puisqu'on fait un set de formation sur les élections municipales, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ça veut donc dire que chaque commune, chacune des 31 communes de la métropole, va envoyer un représentant, ça c'est le minimum, la plupart du temps c'est le maire, un autre conseiller municipal, au prorata du poids de cette commune
dans la population de la métropole. Et donc, à chaque nouvelle élection municipale, on va avoir un renouvellement automatisé du conseil métropolitain. 2 remarques sont, à mon avis, nécessaires. Premièrement, ça veut dire que quand vous allez voter pour les élections municipales, on va peut-être changer légèrement la couleur politique de l'Assemblée métropolitaine. En revanche, vous allez à aucun moment changer le poids de chaque commune dans les décisions qu'elle va prendre. À part si Cournon Sec a une poussée de fièvre et se retrouve avec 150 000 habitants dans 6 ans, peu probable, Cournon Sec n'aura toujours pas plus de poids dans la métropole que ce qu'il en a aujourd'hui. Dans une métropole comme Montpellier, où la ville-centre pèse pour plus de 50% de la population totale, ça veut donc dire que le poids de la ville-centre est incontournable. Ça veut dire qu'il y aura toujours une majorité du conseil métropolitain qui seront faits de conseillers de la ville-centre. Et ça veut donc dire, last but not least, en anglais, c'est-à-dire pour finir, que le président de la métropole a très peu de chances de ne pas être président du conseil métropolitain. Le maire de la ville-centre a très peu de chances, de risque, si on commence là, de devenir président de la métropole. À ça, il faut rajouter 2 choses. Premièrement, un déficit d'information réel des processus décisionnels entre la métropole et la commune. Petite anecdote, j'ai participé à une réunion du préalable du PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, à laquelle participait la maire de la commune, c'était pendant la période de promotion du PLUI, avant sa ratification par le conseil métropolitain, et il y avait une représentante de la métropole. Quand il y a des questions qui ont été posées sur comment ça se passe, les négociations entre la métropole et la commune, la question du logement, et donc de l'urbanisme aussi, la réponse a été en bonne entente. Il n'y a pas de suite, C'est un point, en bonne entente. C'est-à-dire qu'aucune information ne transite à ce moment-là, même pas de transit en fait, ne transparaît des conditions réelles de négociation. Qu'est-ce qui a été négocié entre la commune et la métropole? C'est moins anecdotique qu'il me paraît pour 2 raisons. La première, c'est que, peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, la convention d'adhésion à la métropole prévoit un transfert de compétences de la commune vers la métropole. Ça, c'est attendu. Mais elle contraint aussi à un transfert de propriété des communes vers la métropole. Transfert de propriété de la voirie. Pour le dire autrement, les rues des communes de la métropole appartiennent à la métropole et plus aux communes. C'est-à-dire que quand vous râlez parce qu'il y a un truc qui n'a pas été changé, que vous habitez dans un village autour, c'est pas la peine d'aller faire un scandale à la mairie, parce que ce n'est plus de leur compétence. Alors je prends volontairement quelque chose d'anecdotique. Mais en revanche, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une dissociation qui est faite entre le niveau de responsabilité réel et le niveau de compétence. Et ça, c'est un vrai problème démocratique. Parce qu'à qui allez-vous demander des comptes quand vous ne savez pas de qui, de quel ressort, en termes de collectivité territoriale, il ressort. D'accord? C'est-à-dire que là, on a un vrai souci. C'est-à-dire que là, il y a une forme d'opacité qui est faite. Alors, évidemment, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous avez un petit peu de temps à perdre, je vous conseille d'aller essayer de chercher sur le site de la métropole, non pas les comptes rendus du conseil métropolitain, ça vous allez les trouver, vous allez même trouver de jolies vidéos. Mais en revanche, si vous essayez de trouver des processus décisionnels, bon, il faut trouver un peu de temps, quoi. Donc ça, c'est un des contextes dans lequel aussi se produit le logement social. Et j'en viens à cet aspect-là, qui n'est pas le moindre. On va faire un petit peu d'historique. L'affirmation des métropoles, c'est la loi MAPTAM de 2014, suivie de la loi NOTRe de 2015. La loi NOTRe, c'est celle qui a redessiné les régions. D'accord? On a décidé que plusieurs régions, on n'allait en faire qu'une seule.
Occitanie, Méditerranée, par exemple. Cette loi, ces deux lois, voulues par François Hollande, c'est pareil, il y a un point, elle prend appui sur quoi? Elle prend appui sur l'idée américaine que la concentration des savoirs, la concentration des pouvoirs décisionnels, la concentration des populations, la concentration de la recherche et du développement sont producteurs de richesse. D'accord? C'est une idée qui est à peu près aussi vieille que la Silicon Valley. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, c'est un modèle économique qui a présidé à une administration territoriale. Et ça, c'est relativement nouveau quand même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans une politique d'aménagement du territoire. Okay? Là, on est dans une politique qui tente à rendre conforme des territoires à une théorie économique. Pour information, il y a deux chercheurs, il y en a d'autres, mais moi sur lesquels j'ai travaillé, Olivier Boubalga, qui est économiste à l'Université de La Rochelle, et Michel Grossetti, qui est aussi à l'Université de Bordeaux, qui ont fait des études sur ce qu'ils ont appelé la mythologie CAME, C-A-M-E. Ils se sont amusés avec l'acronyme. Compétences, attractivité, métropolisation, excellence. Et ils sont allés vérifier si cette idée-là, concentration, se vérifiait. C'est une théorie en fait qui est celle du ruissellement. C'est-à-dire qu'en fait, les promoteurs, d'accord, je crois que c'est, ça va pas me revenir, le fameux think tank qui est derrière le Parti Socialiste. Jaurès? Non, pas celui-là. Non, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Qui a donc eu cette idée-là. Il considère que quand on réalise cette concentration-là, on va avoir un rayonnement depuis la ville-centre de 100 km de diamètre autour de la ville-centre. Les analyses qu'ont menées les deux économistes, c'est des économistes, montrent que dans le meilleur des cas, c'est 25 km. En gros, les gens dépensent leur argent là où ils le gagnent. Donc la théorie du ruissellement, elle ne résiste pas aux faits là-dessus. D'accord ? Et il montre très bien qu'il y a des villes qui sont très très productrices de richesses et qui ne sont pas du tout des métropoles. Donc on est dans une administration du territoire, d'accord, là, aujourd'hui, qui essaie de répondre à un modèle économique. Et c'est encore une fois, c'est dans ce contexte-là que se place l'administration actuelle du logement social. C'est une montagne, non, ça me convient trop. Je retrouverai si vraiment c'est important. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et donc, on arrive aussi, et je vais conclure ce chapitre là-dessus, à une forme d'autonomisation du pouvoir décisionnel politique de la représentation dont il est chargé. Et, j'allais dire, on vit un moment démocratique qui en est la formidable démonstration. On a un président de la République qui a décidé de ne pas tenir compte du résultat des élections législatives. Donc, on a un gouvernement qui est illégitime, mais continue à prendre des décisions politiques. Ça procède de la même idéologie. D'accord ? Alors, de quelle idéologie s'agit-il ? Alors, bon, je l'ai dit, évidemment, ça constitue un problème public. Je pense que là, c'est clair pour chacun d'entre vous. On rappelle, principe de solidarité, de cohésion sociale et de mixité sociale. On peut y adjoindre aussi les principes républicains, liberté, égalité, fraternité, pour mesurer mieux encore l'écart ou la distorsion qu'il y a. Et ces conséquences sont aussi des conséquences politiques proprement dites. La première de ces conséquences, c'est un renforcement de la paupérisation. Alors évidemment, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le but de la politique du logement social que de favoriser la paupérisation. On peut même dire, au contraire, on permet à des gens qui n'ont pas les moyens de se loger. Alors déjà, il faut s'accorder sur ce qu'on appelle la pauvreté. L'Organisation mondiale du commerce et les économistes libéraux considèrent que, en fait, la pauvreté, c'est une part du salaire médian en France. D'accord ? On a un salaire médian, et quand on est en dessous de la part
un pourcentage de ce salaire médian, on est pauvre. Ça, c'est une vision qui est une vision uniquement économique de la pauvreté. Mais la pauvreté, ça n'est pas que ça. Alors moi, je m'appuie sur les travaux d'un autre économiste indien, Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, qui a participé à forger le concept d'indice de développement humain contre le PIB. D'accord ? Enfin, contre, c'est plutôt que le PIB. Et Amartya Sen, il dit, alors je vais schématiser, en gros que la pauvreté, c'est une absence d'alternative. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est le fait de ne pas pouvoir agir sur sa vie. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas agir sur sa vie. Enfin, c'est évidemment un problème énorme. Mais quand les processus que j'ai montrés avant obligent des populations déplacées, d'accord ? Oui, parce que je n'ai pas parlé de ça. Rapidement. Tout à l'heure, j'ai parlé de la loi SRU, je suis désolé, je fais un petit retour en arrière, mais c'est important. J'ai parlé de l'ANRU, d'accord ? L'Agence nationale de rénovation urbaine. Cette agence, c'est une agence, un État, a fait un appel à projet. C'est-à-dire qu'elle a effectué un diagnostic et elle a identifié sur l'ensemble du territoire national 600 à peu près, 600 territoires qui avaient besoin de réhabilitation urbaine et de rénovation urbaine. Elle en a financé un peu plus de 100 qui sont en cours actuellement. Donc on est dans un tri, on est dans un choix. Un choix qui est celui de l'appel à projet, qui est de dire en fait, soit l'appel à projet est conforme à ce que nous attendons et nous allons financer, soit il n'est pas conforme et on ne va pas le financer. Autre forme de contractualisation de l'aide. D'accord ? Dans le cadre d'un projet en rue, le Petit Bar à Montpellier, la Paillade, d'accord ? La doctrine, c'est la dédensification. La dédensification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fini par se rendre compte que quand on entassait des gens, ce n'était pas propice à la mixité sociale, à la cohésion sociale et à la solidarité. On s'est dit peut-être que si on arrive à créer de l'espace, les populations vont mieux vivre. Un commentaire. Le problème, c'est que quand vous dédensifiez sur les territoires qui sont intramuros, vous faites quoi des populations ? Parce que ça veut dire que vous en enlevez. Si vous dédensifiez, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Ces populations, elles vont venir s'ajouter aux populations qui arrivent sur l'Hérault chaque année, c'est-à-dire entre 8 et 10 000 personnes, et elles vont être réparties aussi sur le territoire métropolitain. D'accord ? En considérant que c'est pour leur bien. Évidemment, les gens qui habitent dans un quartier, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être relogés à 20 km de là où ils ont leurs habitudes. Ça va de soi. D'accord ? Donc, cette paupérisation-là, elle agit aussi par l'éloignement de populations qui sont déjà fragilisées des services, du transport, de l'accès à l'emploi, de l'accès aux services de santé, etc., etc. Donc, les conséquences, c'est une paupérisation. La deuxième conséquence, c'est cette marginalisation, elle est à la fois géographique, mais elle est aussi démocratique. Là aussi, les études sont sans aucun équivoque. Les personnes qui sont paupérisées sont des personnes qui sont dépolitisées, y compris quand elles l'ont été au départ. Il y avait des personnes qui étaient politisées et que la paupérisation a éloigné du champ politique. Tout simplement parce qu'ils pensent que ça ne les concerne pas. Ils ont l'impression que la politique ne s'occupe pas de leurs problèmes. Alors c'est faux, puisqu'en réalité, malheureusement, elle ne fait même que ça, s'occuper d'eux. D'accord ? Et donc on est dans ce que Robert Castel, grand sociologue, a appelé un renversement de la conflictualité sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez réduit le gâteau, quand vous avez une gestion de la pénurie, quand vous avez une politique concurrentielle du logement social, les populations qui subissent cette discrimination-là, puisque c'en est une, discrimination d'accès au logement, vont renforcer leur ressentiment vis-à-vis des classes les plus proches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des logements sociaux, mais ce n'est pas des bons chômeurs. Il y a des gens qui ont des logements sociaux, mais ce n'est pas des bons travailleurs. Il y a des gens qui ont des logements sociaux, mais ce n'est pas des bons Français. Ils n'ont pas la bonne origine, etc., etc. C'est ça, le renversement de la conflictualité sociale. C'est-à-dire, c'est considérer qu'en fait, il ne s'agit pas de rendre responsables ceux qui ont décidé, ou pour le dire dans une perspective, dans un langage qui serait proprement marxiste, les possédants, d'accord, mais ceux qui profitent de ce qui reste du gâteau
à ma place. C'est eux les responsables. Donc ça, c'est des conséquences qui sont souvent invisibilisées dans les politiques de logement social. Ben oui, il manque de logements sociaux, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Ouais, mais c'est pas que ça le problème. C'est évidemment un problème. Mais ça n'est pas le seul. Voilà. Et on arrive gentiment vers la fin. Tout ça demande un nécessaire changement de référentiel. Si on fait un petit rappel historique, le logement, le droit au logement, a été associé au droit du travail. C'est parce qu'on travaillait qu'on avait droit à un logement. Et l'organisation en différents types de logements était une façon de promouvoir l'ascension sociale. D'accord ? On considérait qu'on allait pouvoir sortir du logement social petit à petit en ayant un logement social qui soit un peu plus confortable, un peu mieux chauffé, etc., un peu plus grand, plus ensoleillé. D'accord ? Aujourd'hui, le logement social, alors aujourd'hui ça veut dire les années 70, à peu près. Fin des années 70, les deux chocs pétroliers, perte de confiance dans l'État-providence, les théories keynésiennes sont dans ce coup très très mal vues, et donc on dit qu'il faut opérer un changement de référentiel. L'avènement du néolibéralisme, alors l'avènement politique, parce que l'avènement en termes de pensée, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Là, je voudrais faire une petite parenthèse qui est très importante. Le néolibéralisme, là je renvoie aux travaux de Pierre Dardot et Étienne Laval, un sociologue et un philosophe, qui ont fait un énorme travail depuis 20 ans là-dessus. Le néolibéralisme n'est pas une théorie économique. Le néolibéralisme, c'est un changement de référentiel dans les relations humaines. C'est-à-dire, c'est un changement dans lequel les principes de solidarité qui ont fondé les sociétés humaines est remplacé par le principe de la concurrence. Et c'est très important d'avoir ça en tête, parce que si on considère que ça n'est qu'une théorie économique, on pense que pour le combattre, il faut le combattre par une autre théorie économique. Et c'est pas le cas. C'est pas comme ça qu'on peut combattre le néolibéralisme. D'accord ? Donc, cet avènement du néolibéralisme, alors il va trouver un allié objectif qui est certainement involontaire, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, évidemment, la décentralisation n'est pas pensée comme ça. Au moins jusqu'en 1983. Le fameux tournant de la rigueur, pour ceux qui voient de quoi il s'agit. À partir de 1983, et la décentralisation, et l'arrivée de Laurent Fabius au pouvoir, à Matignon en 1984, on est petit à petit dans une conformation de l'organisation sociale au néolibéralisme, c'est-à-dire à une société de la concurrence. Et dernière diapositive, face à ça on fait quoi? Je vais bien plomber tout le monde. Face à ça on fait quoi? Face à ça on essaie de promouvoir véritablement une justice sociale. Alors c'est quoi la justice sociale? Je vais m'y arrêter 2 minutes. C'est d'abord une justice qui se fonde non pas sur un égalitarisme forcené, mais sur l'équité. Les individus sont égaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. Ils sont égaux devant le droit, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin des mêmes choses. Donc on promeut véritablement une justice sociale comme équité. Alors ça, c'est le philosophe américain John Rawls qui a beaucoup travaillé sur ça, sur la justice comme équité. C'est-à-dire, en gros, si on veut participer, alors c'est John Rawls, c'est un économiste de gauche pour les États-Unis, et au regard de l'état de la France aujourd'hui, aussi en France. Mais il considère que les libertés de base qui doivent constituer le principe d'une société juste sont des libertés qui, quand on en jouit, permettent de participer à la production économique. D'accord ? Donc on n'est pas dans une idéologie à cet endroit. La théorie des capacités, là c'est Amartya Sen, on y revient. Amartya Sen a une très belle définition de ce qu'est une société juste. Une société juste, c'est une société dans laquelle chacun des individus qui la composent est en capacité d'agir librement sur sa vie pour la juger digne d'être vécue. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, nous, un peu rapidement en France, l'empowerment. D'accord ? Ou le développement du pouvoir d'agir. Il y a l'idée que quand les populations et les individus peuvent agir
sur leur situation initiale, ils considèrent que leur vie est digne. Alors, donc ça c'est très important. Et Robert Castel parle, lui, d'une société de semblables. Et c'est très important parce que c'est ce qui fonde ce que Robert Castel appelle la propriété sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, le logement est une propriété sociale. C'est un droit. C'est pas un contrat, le logement. C'est un droit. Et donc, quand on va parvenir, parce qu'on va y parvenir, ça va prendre du temps, à promouvoir ça, effectivement, on pourra dire qu'on est dans une politique sociale de logement. C'est-à-dire une politique qui permette à tous de pouvoir se loger selon ses moyens. D'accord ? Et parmi les pistes, comme ça, que je vous laisse en guise de conclusion, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une priorisation de l'accès à la propriété, alors maintenant qui mène à l'accès à la priorité sociale, c'est-à-dire qu'en fait on peut devenir propriétaire de son logement social. On en parlera après si vous le souhaitez. Mais surtout, une des pistes, c'est qu'on a un déficit incroyable en France de logements locatifs privés. On a une alternative qui est le logement très social pour vraiment les populations qui sont dans le besoin. Et évidemment, il faut le préserver, il faut même élargir l'assiette. Et on a l'accès à la propriété. Entre les deux, le logement locatif privé, il est hors de prix en France. Donc, il faut investir sur le logement locatif privé pour faire baisser la pression sur le logement. Et surtout, il faut encadrer les loyers. Parce que sinon, en fait, on ne fait que répéter sur les classes sociales ce qui existe déjà sur les classes populaires. Voilà, c'était une présentation que j'espère à peu près compréhensible et succincte. J'espère que je n'ai pas été trop technique, je ne vous ai pas perdu sur ce que peut-être, alors sur ce qu'est une politique de logement social et sur ce que pourrait être une politique sociale de logement. Merci. Merci.